2023 est arrivé, qu'on le veuille ou non, et malgré les protestations. Maurice est absent aujourd'hui pour des raisons de santé, mais qu'à cela ne tienne, on est des brouillards chez GoPirate, puis vous ne serez pas en reste. Aujourd'hui, je me suis entouré de 3 pirates en règle qui mangent des livres au déjeuner, au dîner, au souper, des fois comme collation. On a décidé de vous faire un petit book club sur les livres à lire en lien avec le monde du travail. Donc, kick-off officiel pour le Pirate Book Club. Go! On va regarder un GoPirate Canada? GoPirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier est un pirate barbu qui aimerait tellement lire autant que Maurice en est capable, mais malheureusement, il a la capacité de concentration d'une trotteuse sur son horloge. Ceci dit, en s'entourant bien, il y a moyen de proposer des lectures intéressantes. Alors installez-vous confortablement en faute de votre cabine, versez-vous un verre de rhum, on parle de littérature en lien avec le monde du travail. Hey, salut les invités, comment allez-vous aujourd'hui? Salut! Je vais vous présenter rapidement. On reçoit aujourd'hui Sophie Harvey, Lynn Hébert et Maxime Ouellet-Payeur, qui sont 3 pirates de plus ou moins longue haleine. Hein? Il y en a qui c'est plus récent. Max, c'est plus récent. Sophie nous suit depuis longtemps. Lynn, on se connaît depuis le secondaire. Tu nous suis depuis à peu près nos débuts. Merci d'avoir accepté l'invitation de me dépanner alors que j'étais tout seul. Très gentil. Ça fait super plaisir, Olivier. Donc, aujourd'hui, on va parler de livres en lien avec le monde du travail, pas nécessairement sur le monde du travail, parce qu'il va y avoir des romans aussi. Et j'aimerais ça, très rapidement, que vous nous expliquiez un petit peu, que vous vous présentiez, et racontez-nous de quel livre vous allez parler. Allons-y avec Sophie. Oui, Sophie Harvey, je suis pirate, ça fait depuis les débuts, peut-être 2021, et je suis quelqu'un qui est assez touche-à-tout, et le monde du travail m'intéresse. Particulièrement, j'ai lu une tonne de livres là-dessus. Je ne sais même pas quel choisir. Puis j'ai contrevenu aux règles en bonne pirate et j'en ai pris 2, mais je vais en montrer un très, très vite. OK. Donc, c'est lesquels? Donc, je vous présente le livre sur Netflix, No Rules, Rules. Mm-hmm. Mais si jamais vous ne connaissez pas Netflix, lisez ceci en premier, That Will Never Work. De Mark Randolph, qui était le premier CEO de Netflix, et qui raconte l'histoire de l'entreprise du début à la fin. Donc, très intéressant dans le sens comment construire une start-up et la faire grandir jusqu'à devenir Netflix. Parfait. Juste pour une petite note pour ceux qui nous écoutent, No Rules, Rules, c'est de Reed Hastings et Erin Meyer. Oui, je m'en venais avec ça. Okay. C'est un livre qui a été écrit à 4 mains, comme on dit. Reed Hastings, c'est le CEO actuel de Netflix. Et Erin Myers, c'est une professeure à l'Institut européen d'administration des affaires et une autrice américaine. Bon. Maxime, toi, d'où viens-tu? Où vas-tu? Et de quoi tu veux parler? Allô, je m'appelle Maxime. Je suis responsable de processus à une petite PME. Aujourd'hui, on va regarder un article. C'est un des premiers que j'ai lu quand j'ai commencé comme gestionnaire. Ça s'appelle « Becoming the Boss » de Linda Hill. C'est un article qui date de 2007, mais vous voyez, celui-là, il a bien vieilli. OK, c'est intéressant. Alors, on a Lynn Hébert. Bonjour. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Donc, bonjour. Je suis Lynn Hébert, Mina Arania. Je porte 2 chapeaux. Je suis chanteuse et technicienne en documentation dans cette école secondaire. Alors, moi, je vais vous parler d'un roman. Moi, je suis une des rebelles du roman. Ça s'appelle La tyrannie de l'arc-en-ciel de Jasper Ford. Parfait. Voilà. Donc, tous des livres en lien avec le travail. Avant de commencer, donc, vous savez peut-être que GoPirate aussi a écrit un livre. Hein? Ça a été toute une aventure pour du monde qui n'avait pas vraiment... on s'était contenté de faire des blog posts par le passé. Donc, on a aussi écrit un livre donc, qui s'appelle « Le manuel pirate. Comment réveiller le pirate en vous et vous réapproprier votre carrière ». Ça a été toute une aventure. Puis, on va probablement faire un épisode où on va expliquer comment on en est venu à faire ça. Mais je vous invite à aller voir notre site web, gopirate.com. Vous pouvez aller l'acheter pour pas très cher, version PDF toujours pour l'instant. La version physique s'en vient. Donc maintenant, n'attendons plus. Hein, maintenant que la pub est faite, on va commencer le book club. Et on commence avec Sophie. Donc, parle-nous de ce qu'a écrit le PDG de Netflix. Très curieux de voir qu'est-ce qui sort de ça. Oui.
comme je disais, il a été écrit, oui, par le CEO, le PDG de Netflix, et par Erin Meyer, qui est une auteure américaine et aussi professeure à l'Institut européen d'administration des affaires. C'est un livre qui est paru en 2020, c'est quand même encore assez récent, puis il est paru en français seulement l'année passée, là, en 2021, là, presque un an et demi. Dans ce livre-là, on parle de la culture de Netflix. Hein? C'est le sous-titre d'ailleurs. Là, on voit The Culture of Reinvention. Mm-hmm. Donc, il essaie de se réinventer. Dans le livre, il nous explique pourquoi c'est différent, qu'est-ce que ça a de révolutionnaire, pourquoi les autres entreprises ne le font pas. Mm. Et en gros, il nous guide avec des étapes pour obtenir ce qui est la culture de Netflix, une culture de liberté et de responsabilité, en plus de fournir des techniques de renforcement. Et il nous explique comment l'appliquer dans d'autres cultures, parce que, bon, on s'entend, Netflix, c'est très américain. Oui. Et ils se sont rendus compte que leur technique est un peu rentre-dedans. Et ils expliquent comment la sensibilité d'autres cultures pourrait influencer l'application de leur technique. Donc, ils sont très conscients des biais qu'ils avaient, eux autres, en tant qu'Américains. En fait, c'est ça qui est surprenant du livre, c'est qu'à chaque fois que tu fais comme « Ah ouais, mais c'est beau, c'est bien trop beau, mais là, tu détectes qu'il y a des problèmes qui peuvent survenir. Mm-hmm. Et aussitôt que toi, tu dis ça, 2 pages plus loin, il les adresse. Okay. Puis il les adresse d'une façon très transparente, très candide. Ils ne refusent pas les problèmes, ils les voient puis ils les adressent dans leur culture. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant de ce côté-là. Et ils comparent leur culture comme des orchestres ou des groupes de musique. Donc, l'ancienne façon de faire de l'ère de l'industrialisation, ils la comparent à une symphonie. Puis, leur nouvelle façon de faire, ils comparent à un groupe de jazz. Oh, donc, d'un côté, on a la symphonie où on gère la stabilité, on prévient les erreurs, on assure la réplicabilité, on minimise les variations, puis on écrase l'émergence des nouvelles idées pour que tout soit beau et lisse et parfait. Et de leur côté, dans leur bande de jazz, ils préfèrent gérer le chaos, être créatifs, agile et rapide, apprendre beaucoup à travers de ça, maximiser les variations pour être prêt à tout, puis attirer les meilleurs talents, inventer de nouveaux produits, puis s'adapter aux évolutions subites. Donc, on voit vraiment la différence entre la symphonie et la bande de jazz, puis ils reviennent souvent là-dessus. C'est une image très forte. Oui, c'est fort, mais on voit vraiment tout de suite l'idée de liberté, l'idée de créativité entre les deux, où oui, ça peut être intéressant d'être dans une symphonie, parce que c'est stable, puis on sait à quoi s'attendre, puis c'est très technique, mais le band de jazz est très attirant parce que justement, ça nous permet d'évoluer, puis d'être libre, puis d'offrir nos talents plus que juste se faire engager, puis les faire être dans une ère de répression ou de mise en boîte, là, si on veut. Ensuite, bien évidemment, là, il nous parle comment y arriver. Puis plus en détail, là, on parle de densifier les talents, développer la candeur, c'est-à-dire des comportements simples, sincères, la franchise, les intentions pures ou des bonnes intentions du moins. La suppression des mesures de contrôle le plus possible, c'est-à-dire demander toujours une approbation pour partir en voyage ou pour aller dîner à quelque part ou pour demander des vacances. Eux autres, ils ont éliminé ça. Ben, ça doit être le chaos? Non. Non, pourtant pas. Les gens ne prennent pas plus de vacances qu'ils en auraient besoin. Ils sont responsables. Justement, c'est une culture liberté et responsabilité. Donc, ils cherchent des gens qui sont capables de faire l'équilibre entre les deux. En plus, ils offrent les meilleurs salaires du marché. Ils encouragent même leurs employés à aller passer des entrevues ailleurs, puis revenir leur en parler pour dire comment ça a été, qu'est-ce qu'ils offraient pour qu'ils offrent plus. OK, fait qu'ils font pas semblant que ça n'arrive pas. Non, c'est ça. Ils s'ajustent au marché, puis si la personne a quand même le goût de rester,
il offre je pense, 5 de plus, juste pour pas qu'ils aillent chez Facebook ou chez Google à côté parce qu'ils sont tous dans la même vallée. Ouais. Être complètement transparent, puis supprimer les processus d'approbation des décisions aussi. Donc, c'est pas juste les processus d'approbation là, du day-to-day sur la comptabilité ou des trucs comme ça. C'est vraiment, tu veux prendre une décision, tu veux partir une campagne de publicité, tu veux, je sais pas, partir une nouvelle série, tu veux accepter un nouveau projet. Tu n'as pas besoin de consulter ad vitam aeternam puis d'avoir 50 signatures pour réussir. Et il pratique le feedback en continu. L'évaluation annuelle prend le bord, ça se fait dans le day-to-day, puis ça se fait par tout le monde. C'est pas seulement ton leader ou ton supérieur immédiat qui le fait. On se parle. Donc, c'est quand même très intéressant à lire. Puis évidemment, comme je disais, on a des questions qu'on se pose et ils sont répondus au fur et à mesure dans le livre. Puis c'est assez convaincant. Là. Leurs raisons sont normalement assez bonnes. Et puis, j'avais vu une petite entrevue aussi dans la presse où on demandait à Reed, c'est bien le fun, tout ce que tu as, mais c'est-tu parce que ton entreprise est riche que tu peux te permettre de faire ça? Puis ce qu'il avait répondu à ça, c'est qu'on a été très pauvres pendant les 10 premières années. On perdait de l'argent chaque année. On se battait contre Blockbuster, mais on a mis les principes en place quand même parce que c'est ceux-là qui permettent la réussite. Innover, c'est essayer des choses différentes. Si on valorise et stimule la créativité au sein d'une entreprise, elle peut s'adapter et ne pas être dépassée. Combien ont duré plus de 100 ans? Très peu. Mais la plupart des entreprises n'étaient pas assez créatives. Puis, en terminant, la phrase que j'ai aimée, c'est dans sa conclusion, c'était que la culture n'est pas une chose que vous construisez puis que vous ignorez. Débattez de votre culture, faites-la évoluer, embrassez le changement constant, opérez plus près du chaos, n'écrivez pas une symphonie, montez un band de jazz passionné. J'aime ça. Right on cue. Right on cue. Je trouve ça super intéressant parce qu'évidemment, c'est ça. Un des points les plus importants, je pense, c'est-tu parce que ta compagnie est riche que tu as réussi ça? C'est une des premières choses que je me suis dit. Tu sais, quand tu as les moyens, tu peux faire ce que tu veux avec ta culture. Mais mystérieusement, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Alors qu'eux ont pu le faire, alors qu'ils n'avaient pas encore le statut, la stature d'aujourd'hui. Exact. Okay. Mais c'est pour ça aussi que je vous recommande l'autre livre, là, That Will Never Work. Ouais. On le voit dès le départ que dans la culture de Netflix, il y avait cette liberté, cette responsabilité-là. Ces deux gars qui avaient démarré des startups, plusieurs startups avant, puis qui ont travaillé aussi comme employés ailleurs, puis qui en avaient assez de cette culture de mise en boîte où tu engages le meilleur talent, mais que tu le brides à mort. Je comprends ce feeling-là. Super. Est-ce que vous avez des questions pour Sophie? Non, moi j'ai juste vraiment trop envie de lire le livre. Ah, ben, c'est où le trouver, hein? Tu travailles dans une bibliothèque? C'est mon métier, oui. Pas très facile à trouver en français, par contre. Probablement en version numérique, ça va être plus facile. OK. Ben, super, merci beaucoup, Sophie. Je vais le mettre dans ma liste. Netflix, c'est une bébite qui crée beaucoup de curiosité chez moi. Je sais que tout n'est pas vert non plus chez Netflix. Hein. Il y a eu des petits scandales aussi. Puis récemment, c'est l'an passé. Mais c'est un exemple intéressant à suivre parce qu'il est gros, il est influent. Puis je veux dire, si eux ont réussi à faire des... Tu sais, comme si des gros font des choses qui brisent ce qu'on s'attend d'une entreprise, pas de raison que les petits ne soient pas capables, en fait. Il y a moins d'impact, en fait, probablement quand tu es petit. Beaucoup plus facile quand tu es petit. Oui. Parfait. Ben, merci beaucoup. On va écouter Maxime maintenant. Oui, tu me parles d'un article. Je trouve ça intéressant que tu aies proposé un article. La partie qui était le fun, c'est que c'est une lecture d'à peu près 20 minutes. Fait qu'à la limite, si vous êtes déçus, vous n'avez pas trop perdu de temps. J'étais curieux parce que cet article-là, il s'adresse d'abord à quelqu'un qui est en train de faire une transition vers un rôle de gestion. Fait que quelqu'un qui ne l'était pas avant, puis qui maintenant, pour une raison X, va accepter de le devenir. Okay. Je voulais juste savoir au début, vous autres, est-ce que ça vous est déjà arrivé de devenir le boss d'une équipe ou responsable d'un processus?
Oh, Ouais. des hochements de tête. Oui. Oui. Le début, ça s'est passé comment? C'était-tu lune de miel ou c'était moyen? J'ai atteint comment t'appelles ça, le truc de Peter, là. Comment ça s'appelle ça? Le, tu sais, j'ai Le atteint mon niveau principe de de compétence. Peter, Mon principe de t'as Peter à atteint ce ton seuil moment-là. d'incompétence. C'est ça. J'étais un bon développeur, je me suis ramassé manager avec pas de formation, pas de coaching, pas de mentorat. Fait que je faisais quoi? Je faisais ce que les autres faisaient. Je n'étais pas un bon manager au début. Quand j'ai décidé de m'intéresser aux êtres humains et comment ils marchent, puis de mettre ça en application, là, je suis devenu un bon gestionnaire. Ben, c'est ça qui arrive à beaucoup de monde aussi, hein, se faire lancer dans le tas sans parachute, sans filet de sécurité. Une chose que je vois un petit peu de plus en plus, c'est qu'il commence à avoir moins de stigmates pour du monde qui veut sortir de la gestion. Ah oui, c'est vrai. C'est pas une À une époque, fatalité. à une époque, c'était pas le cas. Une fois que tu rentrais ton pied de ce côté-là, tu ne pouvais pas le remettre de l'autre bord. Ouais. Linda Hill, l'auteur, c'était une professeure de Harvard à l'école de gestion, la Business School. Elle a géré une couple de programmes, mais elle s'est beaucoup concentrée sur deux affaires en particulier, l'innovation puis le leadership. Leadership, c'est un peu spécial par rapport à la gestion des fois. On essaye de confondre les deux, mais quand tu deviens gestionnaire, tu t'aperçois que d'être un leader puis de faire de la gestion, des fois, c'est pas exactement la même chose. Elle a accompagné beaucoup de monde qui ont commencé. Elle a accumulé beaucoup d'expérience avec ces personnes-là. Puis ce qui a fait que cet article-là est cool, c'est qu'elle a vraiment pris des témoignages à chaud. Okay. À des moments où le monde pouvait être dans des situations bien stressantes. Puis au moment où, pour ceux qui ont eu une lune de miel quand ils ont commencé la gestion, la lune de miel a commencé à achever. Okay. Le gros défaut de cet article-là, c'est que quand tu veux le partager à un public en général, il faut savoir vraiment que c'est destiné aux nouveaux gestionnaires, mais il y a plein de perles pour pas mal n'importe qui. Ça vaut son 20 minutes de lecture. Qu'on aime son gestionnaire ou non, qu'on ait envie d'aller en gestion ou non, ou même si on est un petit peu morbide puis qu'on a l'idée d'un gestionnaire avec qui on a une poupée vaudou dans sa chambre puis qu'on met des pics de temps en temps, vous allez trouver des affaires le fun dans ça. En gros, il y a quand même pas mal de mise en situation, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que dans le vif du sujet, on présente les mythes et les réalités d'être un gestionnaire. Il y en a 5 gros qui sont vraiment abordés. Ils sont faits dans un beau petit tableau si vous voulez faire ça vite. Moi, je vous avoue que dans les premiers mois où j'ai commencé à travailler, ça m'avait trotté dans la tête assez souvent. Je me l'étais imprimé puis je l'avais taqué au-dessus de mon bureau. Excellent. Mais les 5 gros mythes, le premier qui est probablement le plus important, le mythe de l'autorité. Vous pensez que quand vous allez devenir gestionnaire, on va vous confier une équipe puis vous allez avoir la liberté de faire ce que vous voulez. Hein? Écoute, moi, j'entends beaucoup de gestionnaires dire que personne ne veut travailler. Il n'y a pas juste tes employés qui vont essayer de te mettre un agenda. Souvent, il y a d'autres équipes à côté de toi, puis tu travailles avec eux. Eux autres aussi, ils ont des attentes. Ton boss, il t'a pas placé là par hasard. Lui aussi est arrivé avec son agenda, puis habituellement, quand tu commences, c'est le bon moment pour te l'enfoncer. Tes employés aussi, c'est pas parce que tu es un nouveau gestionnaire, surtout si tu étais déjà dans l'équipe, qui ont les mêmes attentes par rapport à l'ancien gestionnaire. Les gens peuvent être confortables dans leur position, peuvent être bien contents avec comment les choses roulaient. Les gens peuvent être très inconfortables dans leur position. Ils peuvent décider que ça leur tente que toi, tu changes les choses. Alors, à la fin, le premier mythe de l'autorité, c'est plus que, en réalité, oui, tu as un petit peu plus de liberté sur ton équipe, mais fait partie souvent d'un système qui est plus gros. Tu ne peux pas tout changer d'un coup. La réalité, on parle beaucoup d'interdépendance. Tu dépends de ton équipe quand tu es gestionnaire. Tu dépends des voisins. Tu dépends aussi un petit peu de ton boss. S'il est déçu, il a le droit de faire pas mal de choses avec toi. C'est dans la structure, hein? Ah oui. En arrière, il ne faut pas trop s'inquiéter avec ça, mais ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que quand on est un employé et qu'on veut parler avec son gestionnaire, des fois, quand un gestionnaire va être super stressé, il va revenir à son mythe, il va se remettre à caler l'autorité. En réalité, si vous commencez à y parler qu'on est tous dans le même bateau, on est tous ensemble,
c'est des bonnes façons de le ramener un petit peu plus vers le droit chemin. Excellent. Un autre mythe qu'on a souvent, c'est je suis le boss, mes employés devraient faire ce que je dis. S'ils savent ce qui est bon pour eux, hein? Bonne chance. Oui. La première chose, habituellement, quand tu commences là, souvent, tu as été recruté pour d'autres raisons que pour tes habiletés en gestion, parce que tu ne les as pas montrées avant. On les a mis parce que tu es quelqu'un qui a relativement été capable d'accomplir des bonnes choses individuellement. Il y a d'autres personnes dans ton équipe qui sont probablement capables d'accomplir des bonnes choses individuellement, eux autres aussi. Puis ils regardent qu'est-ce que tu es en train de faire, puis si ça leur déplaît, tu vas perdre la crédibilité. La crédibilité, si on avait à le résumer d'une façon facile, comment qu'on donnerait ça d'après vous? Résumer la crédibilité. Moi, je dirais d'être authentique. C'est une bonne partie. Moi aussi, je suis d'accord. En fait, c'est surprenant, Olivier, parce qu'il me semble qu'on a une définition de la crédibilité dans votre livre. Oui, un petit peu, mais tu sais, moi, je dirais tu es crédible à partir du moment où tu fais ce que tu dis que tu fais. Tu montres que tu es capable de le faire. Les bobines suivent les bottines. C'est ça. Ouais. Est-ce que tu vois le top? Linda Hill, elle parle de crédibilité, elle parle d'influence un peu. Moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'elle parlait en deux aspects. La première, c'est le caractère de la personne. Okay. Quand tu es un gestionnaire, tu as un caractère. Faut que tu montres que tu as des bonnes intentions pour les personnes avec qui tu vas travailler. La deuxième chose, il faut que tu montres que tu es capable de délivrer tes bonnes intentions. Ça, c'est ce qu'on va appeler la compétence, on pourrait dire un peu. C'est plus difficile que d'avoir des bonnes intentions, effectivement. Surtout quand tu commences, parce que le monde regarde bien gros qu'est-ce que tu es en train de faire. Ouais. Fait que normalement, un gestionnaire, quand il se ramasse à caler l'autorité, c'est souvent qu'auprès des personnes qui est en train de parler, ces personnes-là ne l'interprètent pas comme quelqu'un de très crédible ou de très compétent. Il y a peut-être besoin d'être assuré aussi. Une autre affaire qu'il y a souvent dans les mythes, c'est la notion de contrôle. Je suis le boss, les gens devraient faire ce que je dis. J'ai le contrôle sur les tâches que mes employés font. On en parle des fois, mais des fois, il y a des boss qui vont aller quand même loin jusqu'à timer des pauses aux toilettes. C'est rarement la meilleure chose à faire pour être capable d'aller chercher de l'engagement chez ses employés. La réalité, c'est souvent que ce qui va démarquer un gestionnaire par rapport à un autre, c'est souvent qu'il est capable d'aller chercher de l'engagement chez ses employés. Il ne faut pas faire semblant. Si vous arrivez dans un nouveau poste et vous vous dites juste par ma présence, les employés vont aller chercher de la productivité de plus. J'ai vu des gens faire ça pour vrai. J'ai vu des gens penser ça. Je n'ai pas encore vu des gens réussir à accomplir ça. Oui, ça serait surprenant. Déjà, juste de penser qu'on a le contrôle sur l'engagement des gens, c'est déjà une fable assez incroyable. Tu as un contrôle sur un environnement dans lequel ils peuvent trouver moyen de s'engager, mais tu ne peux pas les engager pour eux. Hein? Effectivement. Ce qu'on me disait beaucoup aussi, c'était en arrière, pour aller chercher de la motivation, la première chose, c'est que c'est des affaires qui partent et qui viennent de la motivation. Peux-tu être motivé tous les jours de l'année à ta job? Pas nécessairement, mais tu es capable de créer un environnement où les gens peuvent être motivés. Ouais. Un autre mythe, c'est habituellement, quand tu commences, tu as une équipe relativement petite. Ouais. On va te donner à gérer 3 à 5 personnes. Puis les gens vont venir te voir avec des demandes individuelles. Puis toi, tu vas t'assurer que leur morale soit individuellement bon. Ça peut marcher pendant un temps. Le problème, c'est qu'à la longue, des fois, les voisins, ils se parlent aussi dans un bureau. Si tu commences à accorder des choses à l'un, l'autre personne va regarder ça et dire pourquoi cette personne-là a ça, puis pas moi. Souvent, quand on gère une équipe, quand on gère un processus, c'est important de penser à tout le monde quand il y a une décision qui est donnée à quelqu'un. Si tu te mets à donner un mois de vacances un mois de vacances à une personne pendant le congé scolaire, attends-toi, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui viennent caler pour des vacances demain? Oui. Par exemple, la raison pour laquelle on peut le donner, ça, c'est quelque chose qui s'explique.
Il faut Oui, s'attendre à ça, hein? C'est l'être humain va faire faut ça, être, en général. faut être prêt, faut arriver avec des munitions. Mais quand on prend des décisions, il faut être prêt aussi à ce qu'elles soient relativement uniformes avec tous les membres de son équipe. Le dernier défi qu'on a souvent qui est donné, c'est on se fait confier une nouvelle équipe, elle roule bien, on lui donne des objectifs. Tant que tu atteins tes objectifs, tout est correct. Mhm. Si ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, tu peux te faire envoyer, effectivement. On peut demander à quelqu'un d'autre de faire ce job-là. Ça, des fois, c'est un stress supplémentaire qui arrive sur l'épée du gestionnaire. Mais l'autre piège qu'il peut y avoir, c'est est-ce qu'on peut vraiment avoir des commandes rush tout le temps à long terme sans rien changer puis vivre de rush en rush? Comme on dit, hein, quand tout est urgent, rien n'est urgent. Ça, c'est souvent le mystère que certains gestionnaires vont bloquer. Ou si on voulait être pompier, hein, si on voulait éteindre des feux, on serait pompier, mais C'est ça. à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que les organisations adressent les problèmes, pas juste les pousser en dessous du tapis. Exact. Fait que souvent, le gestionnaire, en arrière, une des affaires qui peut être recherchée chez lui, c'est d'être capable de prendre un pas de recul, de voir c'est quoi qui nous bloque là, puis voir c'est quoi qui va faire qu'à long terme, on va être capable de s'améliorer. Si on reste juste dans le court terme, d'un deadline de la semaine ou d'un deadline de l'année, même des fois, à un moment donné, son équipe ne sera pas capable de s'améliorer. Le processus ne sera pas capable de devenir plus facile. Ça se peut, des fois, dans certains cas, on va brûler du monde. Puis quand tu prends du recul, tu regardes ça, puis tu te dis, je suis en train de les brûler pour rien. Sur cet article-là, essentiellement, c'était pas mal les 5 mythes puis les réalités. De quoi ça a l'air? Cool. Moi, vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que oui, ça s'adresse à quelqu'un qui commence. Une des intentions de l'autrice, c'était d'écrire en grosses lettres paniquez pas. Vous n'êtes pas les seuls gestionnaires qui commencent. Il y a même des anciens gestionnaires qui font encore des erreurs sur ces mythes-là. C'est tout à fait normal, surtout dans les périodes de stress. Nous autres, ce qui est intéressant chez des gens qui, par exemple, ne seraient pas en gestion, c'est de voir ça puis de se dire, OK, pourquoi mon gestionnaire est en train de réagir comme ça? Puis qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour être capable de le convaincre de passer de l'autre bord? Les gestionnaires d'expérience, ils savent que la crédibilité, c'est plus important que l'autorité formelle. Des fois, ils ont juste besoin de se le faire rappeler. C'est bon. Des fois, ça le rappelle à la dure. Hein? Sinon, c'est ça qui risque d'arriver. Parfait. Rappelle-nous le titre de l'article, Maxime. L'article s'appelle Becoming the Boss. Becoming the Boss. Il a été fait en 2007. Il est sur HBR, le Harvard Business Review, qui est un gros magazine. Oui. Il date de 2007. Si vous cherchez dans les archives, vous allez le chercher longtemps. Mais il est encore disponible sur Internet pour tout le monde. Bon, super. Merci beaucoup, Maxime. On va passer à l'avant-dernier œuvre, hein, parce que j'ai oublié de le dire. Moi aussi, j'en ai un roman. Je ne me suis pas présenté au début. Espèce de rebelle. Oui, je sais. Lynn, on t'écoute. Oui. Donc, moi, comme j'ai dit, je vais vous parler de La tyrannie de l'arc-en-ciel de Jasper Ford. Je vais vous demander de porter attention au design pour commencer. Vous voyez que toutes les lettres sont en grise et avec de la couleur qui pend par-dessus. Okay? C'est très, très important pour l'idée. Donc, je me suis fait un petit document parce que moi, je suis TDA, j'oublie ce que je dis au fur et à mesure que je le dis. Donc, le roman, c'est pas un roman d'anticipation, c'est pas un roman d'aventure, c'est pas un policier, c'est pas une comédie, c'est tout ça en même temps. Donc, c'est une utopie contre utopie. Bref, ça se passe dans un univers qui ressemble au nôtre, mais qui est pas le nôtre. Mais c'est un régime un peu totalitaire. Ce que j'ai aimé, c'est que c'est vraiment une critique sociale un peu à la meilleure des mondes, un peu à la 1984, mais avec quelque chose de bien différent. Parce que les humains, au lieu d'être juste des humains avec des castes dans lesquelles ils sont nés, ils ont une particularité, c'est qu'ils ne peuvent voir qu'une seule couleur. Ah, ça c'est nouveau. Et c'est ça qui détermine, dans le fond, toute la hiérarchie sociale. Donc, tu peux être un rouge, un jaune, un bleu, un vert, un ultraviolet même. Mais si tu viens au monde et que tu es un gris, donc que tu ne vois que des nuances de gris, t'es de la chenoute sociale. En gros, c'est ça. Les gris, ils ont aucun droit. Ils ont pratiquement
pas de marge de manœuvre de quoi que ce soit, sont hyper ostracisés, ils ont les pires jobs. Bref, c'est eux autres qui vont se ramasser à laver des toilettes ou à compter des chaises. D'ailleurs, c'est quelque chose qui arrive à un des protagonistes du livre. Il se ramasse à aller compter des chaises pour se faire punir. C'est ça. Si vous respectez pas les règles, ben vous vous ramassez à compter des chaises. Je lis mes notes tout croche, ça va super bien. Oui, aussi, c'est une méritocratie. Fait que plus tu respectes les règles, plus tu gagnes des points. Puis avec ces points-là, tu peux soit te marier, tu peux acheter des privilèges, acheter une maison. Mais sinon, si tu perds des points, ben là, tu peux te ramasser en espèce de reboot social, un peu comme ben je sais qu'on est une couple à être geek, là, nerd ici. Y a-tu qui ont joué au jeu Paranoia? Un jeu de rôle Paranoia. Je pense juste à ça depuis 2 minutes, Lynn. Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que j'avais lu ce livre-là au départ, parce que ça me fait, le résumé me faisait penser à Paranoia, puis c'est vraiment ce principe-là. OK. Puis là, ben c'est ça, le protagoniste principal, Édouard, c'est un rouge, donc il est quand même pas si mal placé dans la hiérarchie, mais il a fait une bêtise, fait qu'il s'en va compter des chaises. Puis au cours de son périple, il rencontre des gens, c'est sûr, puis il commence à se poser des questions parce que Édouard, son gros problème, c'est qu'il est intelligent. Fait qu'il se pose trop de questions. Il aime pas ça quand c'est absurde, il veut comprendre le pourquoi du qu'est-ce du comment. Il cherche le trouble. Ben, c'est un pirate, hein? On s'entend? Puis là, il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Jane. Puis Jane, oh my God, c'est une grise. Mais elle est fine. Il s'entend bien avec, il devient ami avec elle. Mais là, il va découvrir, au fil des aventures, tu sais, c'est quand même une petite brique, là, hein? Ouais. Il va découvrir quelque chose qui tourne pas rond dans cette société-là, qui ont rentré dans la gorge délicatement. Fait que c'est ça, il va vraiment, c'est ce qu'on découvre dans le livre, dans le fond, c'est ce qu'on découvre qu'il découvre. Hey, moi, là, vocabulaire parfait. Donc, il va découvrir la vérité qui est ben trop grosse, ben trop terrible pour continuer à, comme c'est écrit, savourer tranquillement ses aspirations chromatiques. Fait que c'est ça. Moi, j'ai adoré ce livre-là parce qu'il est super bien écrit, c'est bien pensé, c'est un thème qui a été parfois déjà exploité, mais d'une façon vraiment différente. C'est aller chercher mon côté geek avec le côté paranoïa, ça c'est sûr. J'aimais aussi le fait que ça nous parle beaucoup du racisme, un peu de la ségrégation sociale et du fait que t'es supposé être dans un moule, tu restes comme ça parce que moi j'ai dit que c'était comme ça. Et c'est ça. Je vois pas aucun lien avec le monde du travail, Lynn. Non, aucun. Ça nous fait pas penser non plus au crédit social du tout. Non, ça fait pas penser à plein d'histoires que j'ai entendues, des histoires d'horreur du monde du travail pour faire un lien avec les épisodes passés. Fait que, bref, c'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce livre-là, parce que c'est une brique qui se dévore. Puis c'est drôle. La façon que Ford a écrit, c'est amusant. C'est pas lourd, c'est pas déprimant comme quand on lit, par exemple, Brave New World, qui est un peu déprimant. Non, pas en tout. Je tournais les pages, c'est comme, ah ouais. Fait que, bref, La tyrannie de l'arc-en-ciel de Jasper Ford. Par exemple, volume 2 et 3 ne sont pas disponibles en français. Mais c'est pas grave, parce que juste le tome 1, c'est un bijou, tant qu'à moi. Ouais. Est-ce qu'on le sait s'il s'est inspiré de Paranoia ou faudrait faire la recherche? Je l'ai pas su, mais je vais pousser là-dessus. Tu sais ma curiosité, là. Ouais. À partir du moment où tu as dit ultraviolet, là, j'étais comme, OK, il y a un lien fort, c'est sûr. Là. Mais avec les autres livres qu'il a écrits dans sa carrière, à date, c'est possible, parce que c'est quand même un gars de culture, c'est un gars qui a travaillé dans le cinéma, c'est possible qu'il ait tombé dans cet univers-là, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, là, Paranoia, c'est un jeu, Maurice et moi, on a joué récemment d'ailleurs avec des amis. C'est un peu un jeu de rôle où tu es un clone de toi-même, hein, et tu as une couleur. Tout le monde commence rouge, si je ne me trompe pas. Oui, on commence rouge. Et puis, plus tu suis les règles ou plus tu les enforces, hein, plus tu dénonces des gens qui ne suivent pas les règles, et plus tu peux gagner en pouvoir, dans le fond, en XP. Hein. Donc, c'est assez intéressant et c'est drôle parce que c'est complètement absurde. Ça n'a pas besoin de beaucoup de préparation pour une partie pour ça. Non, c'est vraiment cool, Paranoia. Puis oui, c'est vrai que ça m'a fait penser à ça, oui. Oui, bref, excellent roman. Super. Sophie. Je voulais savoir, Lynn, est-ce que tu as lu les suites? Est-ce que tu nous recommandes que le premier ou la trilogie? Je n'ai pas lu les suites.
parce que ils sont difficiles à avoir au Canada. Ah oui? Même en Ouais. anglais ou tu lis juste en français? J'ai pas réussi en librairie à les avoir, mais j'ai pas checké les autres distributeurs, genre Amazon et compagnie. Je suis sûre qu'il y a moyen maintenant. C'est un livre qui date de 2009, fait que c'est sûr qu'à l'époque, j'ai pas poussé à chercher, mais là, ça me tente. Je me suis redonné le Bon, goût moi-même. tu me donneras des nouvelles, voir si on fera une Certain, suite. certain. Ah, fait de la lecture pour tout le monde. Oui. Alors, moi, le roman dont je vais vous parler, ça s'appelle Company de Max Barry, paru en 2006. Oh, là, il y a du jaune au travers de mon verre. Enfin. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait quelques épisodes, hein, épisode 135, on avait fait Maurice et moi, Vivons-nous dans une dystopie. Et j'avais parlé du roman Jennifer Government. C'était par Max Barry aussi, donc même auteur australien, pirate à ses heures, et vous allez voir pourquoi, parce que là, je parle du livre là, rapidement. La première affaire qu'on voit dans la première page, juste avant que ça commence, c'est dédicacé à Hewlett Packard. Et là, j'ai comme, c'est quoi cette affaire-là? Et quand tu cherches, c'est pas trop long. Donc, quand je dis qu'il est pirate, Max Barry est allé volontairement travailler chez HP pour préparer ce livre. Et qui est allé observer les animaux dans leur milieu naturel. OK? Pour faire un livre essentiellement qui, c'est une satire corporative. OK? Donc, il exagère. Difficile de dire s'il exagère beaucoup ou un peu parce que quand on vit la bureaucratie, le vivre, des fois, il y a personne qui nous croit à la manière qu'on l'explique. Hein? Donc, c'est une satire où il a exagéré à peu près tous les biais corporatifs qu'on peut vivre en entreprise. Et c'est aussi une joyeuse éloge des bullshit jobs. Hein? Même dans le livre, il dit « Rien n'oblige les emplois à avoir un sens, autrement, la moitié du pays serait au chômage. » Il est au courant. Donc, ça se passe dans une entreprise fictive à Seattle qui s'appelle Zephyr Holding. Et c'est Stephen Jones, un nouvel employé, assistant aux ventes, qui arrive son premier jour de travail. Puis, on voit un petit peu qu'il découvre Zephyr Holdings. Dans l'entreprise Zephyr, il y a plusieurs collègues qui sont complètement névrosés. Roger, qui prend très, très à cœur une mystérieuse histoire de beignes manquants. OK? Il manquait un beigne. D'habitude, il y en a, hein, c'est flush, un pour chacun. Et le matin, il arrive, il n'y a pas de beigne pour lui. Et tout le long du livre, il enquête là-dessus. OK? Ça, c'était comme son affaire numéro 1. Sa collègue Elisabeth qui tombe en amour avec tous ses clients, mais volontairement, parce qu'elle est en vente. Elle a dit qu'une relation avec des acheteurs, c'est une relation amoureuse et elle se base sur des livres sur les relations amoureuses pour faire son travail. Il y en a d'autres là-dedans. Il y en a un qui est obsédé par sa place de parking que tout le monde n'arrête pas de prendre alors qu'il n'y a aucune place de parking qui est dédiée. Mais lui, il tient pour acquis que c'est à lui. Fait un peu des genres de personnalités un petit peu extrêmes comme ça. Et là, Jones, à mesure qu'il commence à faire sa place dans l'entreprise, il commence à se rendre compte qu'il y a plein de trucs, mais vraiment étranges, non seulement dans le building en question, mais la façon dont la compagnie fonctionne. Par exemple, dans l'ascenseur, les étages sont à l'envers. Le premier étage est en haut, le dernier étage est le 20e en bas. Et ça, c'est pour te montrer que tu as une progression à faire. Si tu veux devenir CEO, tu t'en vas, tu es le premier en haut. Les IT sont au 20e étage, sont en bas de la cafétéria et de l'inventaire. Ils demandent pourquoi. Ben, ce monde-là, ils ne portent même pas de cravate. Okay? Fait qu'il y a une hiérarchie là-dedans. Il y a plein de choses. Il y a des étages entiers qui sont vides. Il y a des mises à pied par-dessus mises à pied sans expliquer pourquoi tout le long du livre. Et puis, ils se ramassent tous à couper dans des services et à se débrouiller. À un moment donné, ils ont mis à pied tous les managers puis les employés ne savent plus quoi faire. Des salles, et quand tu te retrouves au RH, c'est pas drôle, c'est quasiment des affaires d'espions. Là. Tu te ramasses dans une salle avec des miroirs sans teint, avec des speakers qui te parlent avec une voix camouflée, là, une voix robot, là, robotisée. Là. Donc, il se rend compte que ce gars-là, il est assistant aux ventes. Il se rend compte qu'il vend des formations à d'autres départements à l'interne. Il ne parle jamais à quiconque en dehors de l'entreprise. Personne n'est capable de dire pourquoi. Je vends juste des formations à notre propre compagnie. Puis il faut qu'il vende, là, il y a des quotas. Okay? Mais c'est parano? Pardon? Ça ressemble à l'univers de paranoïa, ça aussi. Un petit peu. Il décide d'aller au fond des choses. Là, faut pas que j'en dise trop parce qu'il y a beaucoup de spoilers. Mais il découvre une machination absolument grotesque au cœur de l'entreprise. Il se met en tête de tout faire dérailler. Fait que je vous en dirai pas plus. Fait que j'ai pris quelques extraits qui sont absolument délicieux. J'en ai déjà fait des posts LinkedIn. Je les ai traduits par moi-même, hein, parce que je ne sais pas s'il y a une version française du livre.
Donc, j'ai le premier extrait, c'est Sydney, une gestionnaire accomplie, qui parle un petit peu comment elle se sent par rapport à les employés. Donc, elle dit ceci. Sydney ressent une affinité avec les ressources humaines. Elle aime le nom, avec son implication pas si cachée que les employés sont une ressource exploitable comme les actions ou l'immobilier. Et pas une ressource particulièrement précieuse malgré cette vieille rengaine selon laquelle les employés sont l'atout le plus important de l'entreprise. Sydney connaît la vérité. Donner à l'entreprise des ressources en argent, donner-lui un partenariat stratégique, donner-lui un inventaire, n'importe quoi d'autre que des humains susceptibles, peu fiables et idiosyncratiques. Les gens, c'est les pires. Vous ne pouvez pas les empiler ou facilement les déplacer. Vous ne pouvez même pas les laisser seuls pour accumuler de la valeur. C'est pourquoi une entreprise a besoin des RH, un département pour transformer les humains en ressources. Cet extrait-là, je l'ai pris en note, je l'ai écrit. Là, ouch! Ça fait mal, hein? Puis, on va en parler un petit peu après dans ce quoi j'ai aimé, mais c'est parce que c'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste exagéré, mais c'est pas faux. Je pense pas qu'il y a du monde qui pense comme ça. Mais la manière dont on traite les gens nous laisse penser qu'on pense comme ça. Et c'est ça qui est génial là-dedans. Deuxième extrait, il parle un petit peu... tu sais, des fois, il y a des chapitres que c'est juste, on parle du travail, on ne sait pas qui dit ça. Okay? Donc, cet extrait-là, c'est « Les gens suggèrent des façons d'améliorer l'entreprise chaque jour. Leurs idées vont dans la boîte à suggestions à la cafétéria et on n'entend plus parler, sauf lors des réunions pour tout le personnel, alors que la haute direction sélectionne la plus inutile et annonce une équipe interfonctionnelle pour l'examiner. 1 an ou 2 plus tard, quand tout le monde l'a oublié, hein, la suggestion, on reçoit un email annonçant la mise en œuvre de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'idée initiale et qui va généralement avoir l'effet inverse. Et dans les rapports annuels, cela est utilisé comme preuve que l'entreprise écoute et réagit aux demandes de ses employés. C'est ce qui se passe lorsque vous essayez de faire des effets un meilleur endroit pour travailler. Et le dernier extrait, c'en est un aussi où c'est un narrateur quelconque inconnu qui parle. Le problème avec les employés, voyez-vous, c'est tout. Vous devez payer pour les embaucher, payer pour les licencier et entre-temps, vous devez les payer. Ils ont besoin des cartes d'affaires, ils ont besoin d'ordinateurs, ils tombent enceintes, ils se blessent, ils volent, ils rejoignent des religions avec des opinions bien arrêtées sur le moment où il est permis de travailler. Lorsqu'ils lisent leur email, ils ouvrent toutes les pièces jointes qu'ils reçoivent. Lorsqu'ils l'écrivent, ils exposent l'entreprise à d'énormes responsabilités légales. Ils arrivent sans compétences utiles et une fois que vous les avez formés, ils partent. Et ne vous attendez pas à la moindre gratitude. S'ils ne prennent pas des congés de maladie, ils demandent des congés personnels. S'ils ne bavardent pas avec leurs collègues, ils se plaignent d'eux. Ils considèrent comme leur droit inaliénable le port d'ornements corporels qui font peur aux clients. Hein, piercing? Ils parlent, grand Dieu, de se syndiquer. Ils veulent des augmentations. Ils veulent que la direction remarque quand ils font du bon travail. Ils veulent savoir ce qui va se passer lors de la prochaine réorganisation de l'entreprise. Et les procès. Ils intentent des actions en justice pour harcèlement sexuel, pour un lieu de travail dangereux, pour discrimination en 32 saveurs différentes, pour, tenez-vous bien, congédiement injustifié. Injustifié! Ces personnes ne sont là que parce qu'on les a accueillis dans le monde corporatif et tout à coup, on en est responsable à vie. Et ce que j'adorais de tout ça, là, c'est tout vrai. C'est tout vrai. Mais d'imaginer que quelqu'un qui pense ça dans sa tête et qui trouve ça aberrant, c'est aberrant! Wow! Donc, excusez-moi, oui, Lynn? Je fais juste penser à 2 zigotos qui vous ont attaché, toi puis Maurice, déjà dans le garde-robe. C'est sûr qu'ils doivent avoir des parts dans Zephyr Holdings. C'est clairement ça. Wow. Ouais. Ce que j'ai aimé de ce roman-là, ça, outre ces extraits-là, hein, qui sont très parlants, c'est le fait que son passage chez HP l'a inspiré à écrire ce roman, ça rend la chose complètement délicieuse. OK, il est allé là-bas, il a pris des notes, il a démissionné, puis il a écrit ça, puis il a écrit pour HP, pour Hewlett-Packard. Il est quand même pas gêné. Bon, évidemment, beaucoup d'exagération. Quand on les met à travers l'absurdité du quotidien, on se dit que c'est pas si exagéré que ça, finalement. La ligne entre ce qui est vrai et fictif est très floue. Et souvent, plus on a vécu de choses, nous, dans notre carrière, plus on trouve qu'il y a raison. C'est ce que j'allais dire. On va trouver qu'il exagère. C'est tellement proche. Moi, j'ai revu défiler ma vie de travail pendant que tu parlais. Tu sais, même le gars des beignes, oui, c'est déjà arrivé. Fait que, je pense que c'est un excellent livre, ton affaire. Et puis, il est drôle. Okay? C'est très drôle.
chaque fois que je le lis, ça va faire la 3e fois, j'ai recommencé à le lire cette semaine, je réalise de nouvelles choses qu'on considère comme étant normales dans le monde du travail, mais qui n'ont absolument aucun sens puis qui sont farfelues. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis. Hein? C'est un petit peu comme une famille dysfonctionnelle, tu penses que toutes les autres familles sont comme ça. Mais là, à cette heure que je travaille plus en entreprise, je me rends compte des absurdités qu'on vit en entreprise. Hein? Maintenant que je suis plus dedans. Ça fait réaliser à quel point les gens acceptent leur sort. Le parcours du personnage principal, sa découverte du mystère, de la machination, on se rend presque à souhaiter que ça arrive dans la vraie vie, juste pour pouvoir avoir une chance de faire dérailler quelque chose, OK? Et c'est vraiment intense. Ce que j'ai moins aimé, mais le build-up de l'intrigue est vraiment très fort. On a plein d'indices de trucs weird qui se passent dans la compagnie. On se dit, oh mon Dieu, j'ai hâte de voir ce qui explique tout ça. Puis finalement, la révélation est un petit peu moins forte que ce qu'on attendrait. Ben, la première fois est forte, les autres fois, ben, on l'a déjà lu. Fait que c'est un slow burn avec une conclusion satisfaisante qui aurait pu être plus forte, mais c'est quand même délicieux à lire. Tu veux que le personnage principal réussisse, c'est ça qui est important. Fait qu'en gros, c'est un roman qui va générer c'est un roman qui va générer du cynisme, mais pas un cynisme qui est toxique. On va se poser des questions sur notre réalité. Il y a beaucoup de choses qu'on vit, puis on les vit sans se poser de questions, puis ce livre-là va nous faire nous poser des questions. Puis notre existence professionnelle va avoir une nouvelle saveur après ce livre-là, surtout sur ce qu'on a toujours fait, puis pourquoi on l'a toujours fait. Donc, je recommande fortement à ceux qui aiment lire en anglais, parce que je ne suis pas certain qu'il est disponible en français. Il n'est pas très difficile à lire, même en anglais. Ma conjointe et moi, on se fait la lecture régulièrement. Puis, c'en est un qui est très facile à se lire. Et Max Barry, honnêtement, tous ses romans jusqu'à maintenant, je les ai beaucoup appréciés. Donc, c'est quelque chose à découvrir si vous ne connaissez pas. Ça vient d'embarquer sur ma liste de lecture. Ben oui, tant mieux. J'ai acheté Jennifer Government. Ouais. Je l'ai eu à Noël, là, fait que je t'en redonnerai des nouvelles. Là. Moi, j'avais joué. Jennifer Government, j'avais joué à une espèce de jeu à une époque qui avait fait ça sur Internet. Il est encore là. Et il y a encore des mises à jour dessus. Oui, Jennifer Government, tu as raison. Ça s'appelle Nation States. C'est un petit jeu où tu te crées un compte et tu reçois par courriel à une fréquence que tu décides, là, une fois par semaine ou une fois par jour, des dilemmes politiques. Et tu dois trancher. Qu'est-ce que tu fais avec les dilemmes? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de zones grises. Il faut que tu choisisses souvent entre des extrêmes ou un extrême indécis. Et en fonction de ça, tu vas avoir un ranking dans le monde, si tu veux, ou dans le continent, à savoir, es-tu le plus, à quel niveau le plus progressiste, le plus conservateur, le plus ami des animaux, le plus environnemental. C'est vraiment à quel point intéressant. es-tu un dictateur? Moi, j'ai tout le temps fini par être une espèce de communisme ou d'anarchie. J'ai jamais essayé de jouer au dictateur, je trouve pas ça le fun. Je me ramassais toujours avec un moment où il y avait des gens qui se mariaient avec des animaux. Ah! Qu'est-ce que ça dit sur toi, ça, Max? Max est un ami des animaux. J'espère que vous avez aimé cette première itération du Pirate Book Club. On va peut-être en faire d'autres. Hein? Je ne mettrai pas volume 1 dans le titre, mais si on a un 2, on va avoir volume 2 dedans. C'est bon, ça? Merci beaucoup d'avoir pris le temps de les partager, vos lectures avec nous. Les pirates, j'espère que vous allez découvrir des choses là-dedans. Et s'il y a des livres que vous aimeriez partager avec les auditeurs, vous pensez qu'ils valent la peine d'être lus, écrivez ça dans les commentaires de YouTube ou sur LinkedIn ou n'importe où. Si vous voulez faire un review de livre, venez nous voir. Peut-être qu'on va faire un autre volume 2 du Pirate Book Club, du moment que ça a rapport avec le monde du travail. Puis sinon, je vous souhaite une bonne lecture. Et merci à vous, les pirates, d'avoir d'être venus m'accompagner dans cette nouvelle aventure du Book Club Pirate. Mais merci à toi, lui. Donc, je vous souhaite une bonne semaine à tout le monde. Puis, si vous faites le mal, faites-le bien. Bye bye. À l'abordage! À l'abordage! Ah!